Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. D'abord, on inaugure ce soir le nouveau système de son du centre. On est ravis de le faire ce soir à cette occasion et j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Bienvenue à tous à ce colloque Penser l'action en hommage à Claude Rivlin. Je tiens tout d'abord à remercier la famille de Claude Rivlin, Zichrono Livracha, qui a accepté cette proposition. Il nous tenait à cœur depuis longtemps de rendre hommage à Claude Rivlin, car dans ce lieu notamment, le Centre européen de judaïsme, qui s'est construit pour faire vivre le judaïsme français à une époque où beaucoup se posent des questions sur l'avenir du judaïsme, en France notamment. Il nous semblait très important de rendre hommage aux personnes qui ont permis justement, qui ont rendu possible et qui ont facilité la vie notamment des étudiants juifs en France pour Claude Rivlin, mais plus généralement qui ont contribué à dynamiser la pensée du judaïsme français. Je pense que Claude Rivlin y tient une place toute particulière. À titre personnel, il me tenait à cœur de rendre hommage à Claude Rivlin, parce que je sais le travail qu'il a fait, notamment à l'époque où j'étais étudiant, pour permettre justement aux jeunes juifs de pouvoir vivre à la fois leur judaïsme et de faire leurs études dans les conditions les plus épanouies possibles. Et il s'avère que Alain a très gentiment accepté avec sa famille, je remercie Madame Rivlin notamment, Jean-Pierre, Daniel, à côté d'Alain, qui ont accepté cette proposition. Donc, qui ont accepté d'organiser cette soirée. Je les remercie parce que, notamment, Alain a été la cheville ouvrière de cette soirée, de cette table ronde que vous voyez ici ce soir. Quand Alain m'a évoqué comment il voyait cette soirée, il m'a proposé notamment le titre « Penser l'action ». Et effectivement, c'était un très beau titre, on va en parler toute cette soirée, mais à titre personnel, j'y ai vu un clin d'œil parce que cette soirée me tenait à cœur depuis longtemps et il s'avère que lorsque j'étais en prépa moi-même, j'avais mis sur mon bureau un papier, une citation de Henri Bergson, qu'il avait dite à l'occasion du tricentenaire du discours de la méthode, qu'il fallait, selon lui, penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Donc c'est une très belle phrase qui a une portée évidemment très, très profonde et qui rejoint à la fois, je pense, l'héritage de Claude Rivlin, à la fois un homme de l'action, un enseignant des organisations, de l'évaluation des coûts, notamment son cours emblématique à l'école des mines, mais également évidemment un homme de pensée qui a beaucoup contribué à la pensée juive de l'après-guerre. Et on sait que dans notre tradition, justement, cette idée de concilier l'action et la pensée, c'est une idée centrale. On a cette fameuse injonction, on a assez vénishma, à la fois de faire et de comprendre, d'associer l'action à l'action. Et ça, je nous dis, lo amidrash haïkar et la amassé, que l'essentiel, ce n'est pas l'interprétation, ce n'est pas la pensée, mais c'est avant tout l'action. Et enfin, j'aimerais juste évoquer un point, puisque finalement, un des cours emblématiques de Claude Rivlin, c'était celui de l'évaluation des coûts. Il me semble que même cette idée-là, d'évaluer les coûts, c'est une idée qui est à la fois centrale dans la vie des organisations, dans la vie économique, dans la vie des entreprises, mais également dans la pensée juive. Il y a une très belle maxime des pères qui invite les hommes à toujours évaluer, avant d'agir, les coûts de leur action. Et les sages nous enjoignent de réfléchir avant de faire, entre guillemets, une mauvaise action, qu'est-ce qu'on va gagner à cette mauvaise action et qu'est-ce qu'on va perdre. Et de même, quand on va faire une bonne action, de réfléchir au gain et à la perte que l'on va avoir. Donc voilà, je voulais simplement donner ces quelques éléments pour ne pas perdre plus de temps, pour introduire cette soirée. Remercier à nouveau la famille, remercier évidemment tous les intervenants qui se sont associés à nous ce soir. J'invite immédiatement Alain Rivlin, justement, à venir ouvrir cette soirée et nous présenter les différents intervenants. Merci. Monsieur le grand rabbin de France, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, moi, je voudrais au retour remercier le Centre européen du judaïsme, son président, son directeur Jérôme Touboul, pour avoir pris cette initiative d'organiser une soirée à la mémoire de mon père Claude Rivlin, Zichrono Livracha, de regretter mémoire. Alors, en fait, à l'origine, certains d'entre nous voulions faire une soirée à sa mémoire à la fin de l'année de deuil, mais en petit comité familial et amical. Alors, ce soir, je vois que nous sommes bien en famille et entre amis, mais le petit comité s'est grandement élargi et nous en sommes très heureux et émus. Plus qu'une soirée d'hommage, nous avons souhaité en fait rassembler des témoignages de personnes d'horizons variés, représentatifs des différentes facettes
de la vie et de la pensée de mon père. Alors, mon père était un descendant d'immigrants d'Europe centrale qui eux-mêmes descendaient du célèbre Gaon de Vilna. Il en était très fier. Il fut aussi un enfant caché avec ses parents en zone libre pendant la guerre. Il aurait au début pu suivre la voie familiale et reprendre le commerce de chaussures en gros de ses parents à Clermont-Ferrand. Et à ce propos d'ailleurs, je n'avais pas prévu de le faire, mais je voudrais saluer une personne dont je viens de faire la connaissance, monsieur Michel Parker, qui est ici, et qui est en fait un ami d'enfance de mon père de l'époque de Clermont-Ferrand, quand ils étaient enfants. Et je trouve très émouvant que vous soyez aussi parmi nous pour cette soirée. Donc il aurait pu suivre le chemin des parents et faire de la chaussure en gros à Clermont-Ferrand, mais ses succès scolaires précoces l'ont amené à partir à Paris et à préparer le concours des grandes écoles d'ingénieurs dans les années 50, sans pour autant renier ses origines. Il dira plus tard que c'est en voyant la difficulté à compter les stocks dans l'arrière-boutique de ses parents dans sa jeunesse qu'il a conçu ses premiers doutes sur la réelle valeur des chiffres en matière de gestion. Les années qui ont suivi l'ont plongé dans deux univers totalement nouveaux pour lui et qui ont marqué sa vie. D'une part, le monde des grandes écoles, de la haute fonction publique, de l'excellence républicaine, et d'autre part, celui de l'étude juive, notamment au contact de l'école de pensée juive de Paris et de ses grands maîtres, Emmanuel Lévinas, Manitou, André Neher et beaucoup d'autres. Alors sa vie en a été complètement transformée et il s'est alors engagé dans deux parcours, celui de professeur de gestion à l'école des mines de Paris, qu'il a occupé pendant, je crois, 60 ans, et intellectuel juif engagé dans la communauté. De son enseignement, je voudrais retenir ici, ce soir, deux idées fortes qui caractérisent, selon moi, sa pensée. La première, c'est la volonté constante de casser des certitudes trop rassurantes. Dans le monde des ingénieurs, cela se traduit par une phrase célèbre du cours d'évaluation des coûts que tu citais, Jérôme, tout à l'heure. Cette phrase dit « le coût d'un bien n'existe pas ». À une époque où on croyait pouvoir mettre l'économie en équation, mon père enseignait que l'évaluation d'un coût dépend des observateurs, des situations considérées, et ne peut pas être capturée dans un seul nombre. Alors vous imaginez que pour des dirigeants d'entreprise en quête de certitudes rassurantes, c'est très dérangeant. Et dans le monde de la pensée juive, il a écrit par exemple dans le petit traité pour expliquer le judaïsme aux non-juifs, je cite, « L'étude est un incessant processus de destruction d'idoles ». Il voulait dire par là que la quête de sens, de l'identité, suppose une remise en cause permanente des certitudes, un vacillement constant entre des vérités parfois contradictoires et pourtant toutes vraies. La seconde idée que je voudrais retenir, c'est qu'on peut être un juif authentique, observant les mitzvot et étudiant la Torah, sans s'enfermer dans un ghetto, et qu'on peut être engagé dans la cité sans perdre son identité juive. Il s'est ainsi mobilisé, Jérôme l'a rappelé, pour aider les meilleurs étudiants juifs à préparer les concours tout en respectant le Shabbat. Il a multiplié les enseignements autour du thème de juifs acteurs dans la cité, qui est une expression qui revenait souvent, dans ses publications et ses conférences. Il a contribué à rapprocher de nombreux juifs de sa génération d'après-guerre d'une meilleure connaissance du judaïsme et d'une plus grande pratique. C'est aussi ce qu'il nous a transmis à nous, ses descendants, attendant de chacun de nous, chacun à sa manière, une ambition et un engagement d'agir dans le monde tout en préservant pratique des mitzvot et étude de la Torah. Dans le même petit traité que je citais à l'instant, il écrit, je cite, « Le destin de chaque juif est caractérisé par une triple responsabilité vis-à-vis de son niveau moral personnel, vis-à-vis du projet collectif d'Israël et vis-à-vis de l'humanité entière. » Alors le thème que nous avons choisi, comme Jérôme l'a rappelé à l'instant, est « Penser l'action », qui nous semble faire le pont entre les enseignements de mon père dans le monde des organisations et de la pensée juive, dans le monde fracturé qui est le nôtre, où règne la tentation du repli sur soi, de la division au sein de la société et même parfois de la communauté. Il est important d'entendre des voix qui invitent au questionnement, à l'ouverture aux autres et à douter des certitudes qui renferment. Alors je voudrais maintenant remercier et présenter les oratrices et les orateurs qui nous ont fait l'amitié de venir parler ce soir des enseignements de mon père et de leur expérience avec lui dans l'ordre de leurs interventions. Alors d'abord Anne Lauvergeon, qui est présidente d'honneur d'Areva, ancienne Sherpa du président François Mitterrand et présidente d'ALP.
Alors, vous avez suivi l'enseignement de mon père au sein du corps des mines, mais vous avez gardé après avec lui un contact régulier au fil des années et de votre prestigieuse carrière, et j'espère que vous allez nous en parler. Perrine Simon-Naoum, qui est professeure attachée au département de philosophie de l'École normale supérieure, est une spécialiste de l'histoire du judaïsme et des intellectuels juifs. Alors, vous vous êtes connu avec mon père il y a bien longtemps, et vous avez... Pardon ? Enfin, je veux dire, longtemps, relativement à ta jeunesse encore aujourd'hui, Perrine. En tout cas, vous avez eu de multiples occasions de rencontres, d'échanges, et vous vous connaissiez bien. Et donc, c'est aussi avec beaucoup d'intérêt qu'on va écouter ce que tu pourras nous dire aussi. Alors, Dan Arbib, il est plus jeune, là, pour le coup. Et donc, plus jeune que Perrine, je veux dire. Je suis en train de me faire des amis. Et donc, Dan, il est plus jeune, il a forcément connu, du coup, mon père plus récemment. Maître de conférences en philosophie à Sorbonne Université, Dan fait partie de cette nouvelle génération de penseurs juifs dans la continuité, notamment, et d'autres, mais d'Emmanuel Lévinas. Et il est très engagé dans la communauté, mais aussi dans le dialogue interreligieux. Et enfin, monsieur le grand rabbin de France, Chaim Korsia, qui est le plus jeune de la bande, et qu'on ne présente pas ici. Vous vous êtes connus avec mon père à l'époque où vous fréquentiez ensemble la communauté de la rue de Montevideo à Paris. À cette époque, le président était Emmerich Deutsch, le rabbin était Daniel Gottlieb, deux personnalités que mon père appréciait énormément aussi. Et votre relation a perduré au fil des années, jusqu'au dernier jour, entre mon père et vous. Merci donc à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation. Nous nous réjouissons de vous écouter. Si cette soirée pouvait contribuer à garder vivante la pensée de mon père et à engager des pistes nouvelles pour poursuivre ses idées, nous en serions très heureux. Place maintenant à nos invités. Je vous remercie. Merci beaucoup Alain. Effectivement, on va à présent ouvrir ce colloque et inviter Anne Lauvergeon à nous dire quelques mots. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin, cher Chaim Korsia, monsieur le président du consistoire, monsieur le président, nous sommes chez vous. Merci de nous accueillir. Chère madame Rivlin, cher Alain, cher Jean-Pierre, mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureuse et honorée d'être avec vous ce soir. Je reconnais d'ailleurs beaucoup de personnes que je connais, que j'ai connues, que je reconnais. Donc vraiment, c'est un grand plaisir. Et je dois vous dire aussi que je suis très émue d'évoquer le souvenir du professeur Rivlin. Et merci à Jean-Pierre et Alain pour m'avoir fait cette confiance et pour le moment fort d'échange aussi, les moments forts d'échange que nous avons partagés dans la préparation. Alors la première image que j'ai du professeur Rivlin, parce qu'on disait le professeur Rivlin, c'est un premier cours d'évaluation des coûts. Alors l'évaluation des coûts, on est en première année au corps des mines. Alors je ne suis pas polytechnicienne, gros handicap, je suis normalienne. C'est la nouvelle promotion qui arrive. On n'a pas vraiment les références des uns et des autres. Mais enfin, il nous est déjà arrivé que le professeur... Enfin, arrive aux oreilles que le professeur Rivlin était une autorité dans le corps des mines. Donc, la matière est tout à fait nouvelle. L'évaluation des coûts. Déjà, le terme lui-même demandait un décodage. Et on voit arriver une personne à la fois vive, très exigeante, et, je dois dire, éclairante et malicieuse. Le côté malicieux était aussi très important, c'est-à-dire le sourire, le côté agile de cette personne. Et effectivement, je ne vais pas vous faire le cours, les premiers cours, mais nous sommes arrivés à cette phrase qui vient d'être dite un certain nombre de fois déjà ce soir, le coût d'un bien n'existe pas. Alors, je dois dire que ça, c'est très choquant pour des gens qui ont été formés de manière scientifique. On ne dit pas si le coût d'un bien, il existe. Il est fait d'un certain nombre de choses. On fait des additions, des divisions, des multiplications, mais on arrive à quelque chose.
En fait, c'est parfaitement juste. Le coût d'un bien n'existe pas. Alors, l'argument qu'il n'utilisait pas pour nous faire accepter cette vérité, c'était le principe d'Heisenberg. On ne peut pas connaître à la fois la vitesse et la position. Bah, c'était un peu la même chose. Le coût d'un bien n'existe pas de manière... Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que dans l'entreprise, vous m'avez demandé de revenir un peu sur en quoi tout cet enseignement et cette relation avec le professeur Yveline a pu être extrêmement forte. C'est effectivement, c'est la façon de challenger dans l'entreprise, parce que dans l'entreprise, tout le monde pense que le coût d'un bien existe. Et non seulement il existe, mais on l'a déterminé, et c'est la référence, et c'est ça qui sert de vérité absolue. Le professeur Yveline, à partir de là, pour moi, c'est quelqu'un qui pense avec d'autres points de vue. C'est-à-dire qu'on a un objet, on a une pensée, on a des référentiels, et il se place quelque part ailleurs. Et donc, c'est une façon systématique de nous faire douter, de nous faire, comment dirais-je, sortir des évidences. Et ça, ce côté un petit peu dérangeant. Alors, il y a des choses qui sont par contre pas dérangeantes du tout, mais qui ont été pour moi, qui m'accompagnent toujours et qui m'ont accompagné toute ma vie, professionnelle, mais aussi personnelle. C'est les 4 niveaux. Alors, je suis persuadée que beaucoup des gens ici connaissent les 4 niveaux. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, c'est que tout problème, tout sujet s'évalue sur 4 niveaux. Alors, le premier niveau, c'est le niveau matériel. Le deuxième, ce sont les personnes, les hommes, les femmes. Le troisième, ce sont les organisations. Et puis au-dessus de tout ça, il y a ce qu'on pourrait appeler le sacré des organisations, la culture, le non-dit. Tout problème, pour être résolu, si on peut résoudre les problèmes, doit être analysé suivant ces 4 niveaux. Et sur chacun des niveaux, il faut écouter justement la petite musique. Et il nous a appris que généralement, on s'occupe de la matière, indépendamment des personnes, les personnes indépendamment des organisations, ou les organisations sans regarder les personnes ou la matière, et puis sans voir effectivement le sujet. Et c'est tellement vrai, et c'est tellement fort, moi je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs, c'est tellement fort pour effectivement essayer de vraiment résoudre les problèmes et non pas de faire du... alors, c'est vrai dans le monde de l'ingénieur, dans le monde de l'entreprise, c'est vrai dans le monde du politique, c'est vrai dans la vie familiale, c'est vrai sur des tas de sujets. Alors, ça demande beaucoup, bien sûr, de réfléchir. Ça demande du temps, ça demande beaucoup plus d'efforts. Il ne s'en cachait pas, d'ailleurs. Mais on peut dire que c'est vérifier, revérifier et re-revérifier. Et passant aujourd'hui une part importante de ma vie dans l'innovation, je peux vous dire que c'est incroyablement utile. La plupart des gens qui se lancent dans des innovations s'arrêtent au niveau matériel, en oubliant très souvent tout ce qu'il y a au-dessus et qui va empêcher la vraie réussite. Troisième phrase clé, les personnes optimisent les critères sur lesquels ils sont jugés. Alors ça, c'est tellement vrai. Et très franchement, c'est vraiment un sujet sur lequel on est tous coupables. Alors ça, ce terme-là était partagé avec l'autre dipôle de l'école des mines. On vivait dans un dipôle, Claude Rivlin, Robert Pistre. Et donc l'administration, le penseur. Et ça, c'était un des axiomes qui était partagé par les deux et qui était, comment dirais-je, extrêmement utile dans la vie professionnelle. Et le fait, effectivement, d'essayer de définir des critères, de ne pas en avoir 250,
C'était vraiment extrêmement intéressant. Les tribus et les mythes, les rituels. Alors ça, je dois dire que le fait que l'entreprise est un monde tribal, c'était quand même un peu choquant en apparence, mais c'est incroyablement puissant. Et effectivement, quand vous sortez de ce qui sont les rites, les mythes, les façons communes de créer du lien, vous avez des sujets. Alors moi, je l'ai vraiment vu en application. J'ai travaillé, j'ai été directrice générale adjointe, puis au comité exécutif d'Alcatel. On était totalement là-dedans. C'est-à-dire qu'on était dans un système qui était un peu mythique, où on racontait, il y avait une vérité officielle. En fait, c'était des tribus non unifiées, qui refusaient d'ailleurs quasiment de travailler les unes avec les autres, chacun dans son monde. Donc on avait une espèce d'organisation virtuelle, fictive, des tribus, des mythes différents, des façons de raconter l'histoire différentes. C'était fascinant. D'ailleurs, je lui en ai beaucoup parlé. Il trouvait que c'était un exemple formidable de là où on pouvait arriver de manière... Alors sur les rites, de manière générale, moi j'ai eu le privilège de faire mon mémoire de mémoire de troisième année, la troisième année étant moitié en cours et moitié sur des mémoires longs. J'ai eu le privilège de faire mon mémoire avec le professeur Rivlin sur un thème qu'il avait choisi. Il avait choisi le thème, il avait choisi les ingénieurs élèves qui allaient le traiter, donc c'était quelque chose de très organisé. Les séances avec lui étaient aussi extrêmement... il fallait arriver à la minute près. Je pense qu'on se cachait dans l'escalier qui menait à son bureau pour être sûr de frapper à la porte à l'heure juste. Donc ce mémoire qu'il avait inventé, c'était la vie du chef dans les grandes entreprises. Comment vivent les patrons d'entreprise? Que font-ils? De manière concrète, pas quand ils racontent leur vie avec les hauts faits, avec j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, non. Comment Et il nous disait, finalement, les ethnologues vont voir comment vivent les Papous en Nouvelle-Guinée. Que sait-on des chefs d'entreprise de la défense? Rien. Eh bien, vous allez être les ethnologues de la défense. Alors, j'étais avec Jean-Luc Delpech dans ce travail, qui est tombé malade, très gravement malade. Donc, je me suis retrouvée toute seule, de manière pratique, avec le professeur Rivlin. Et je dois dire que ça a été absolument merveilleux, parce que nous avions d'une part le mémoire, et puis d'autre part, des discussions sur des tas de sujets qui me préoccupaient, avec un côté d'ailleurs de sa part, très souvent, quand on posait des questions, il vous posait des questions. Donc c'était très... Voilà, c'était la méthode classique, mais parfois un peu frustrante, parfois... on sortait du bureau des étages tout en haut, là, avec un peu de... Mais je dois dire qu'il m'a énormément appris. Alors, sur le mémoire, c'est-à-dire comment on va interviewer des chefs d'entreprise pour leur poser une question simple: qu'est-ce que vous faites de vos journées? Et pourquoi le faites-vous? Pourquoi c'est vous qui faites ça et pas d'autres? C'est quoi ce qui fait que vous êtes chef d'entreprise? Imaginez-vous, je devais avoir 21 ans, mon interlocuteur moyen en avait 55, 60, bon.
je suis quelqu'un quand même, malgré les apparences, d'assez timide, donc puis j'étais toute seule, c'était... Alors c'était assez drôle d'ailleurs, parce que on a eu 33 chefs d'entreprise qui ont accepté de jouer le jeu, dont, alors certains nous répondaient, alors à quelle heure arrivez-vous le matin? Secret défense. À quelle heure partez-vous le soir? Secret défense. Est-ce que vous déjeunez à l'intérieur de l'entreprise? Secret défense. Bon, le monsieur en question est décédé, je ne donnerai pas son nom, mais tout était secret défense, donc c'était pas très très intéressant. L'entretien que j'avais eu avec lui, et puis il me rappelle, il me dit, mais finalement, je crois qu'on va se parler quand même. Il y a du secret défense, mais on va peut-être pouvoir se parler quand même. En fait, on a mesuré à quel point les chefs d'entreprise, de grandes entreprises, étaient des gens avaient peu l'occasion finalement de parler de ce qu'ils faisaient, de comment ils vivaient la chose. En fait, grosso modo, ils ne pouvaient pas parler forcément en interne. Leur père n'était pas forcément passionné par leurs problèmes. À qui parler? Le conseil d'administration, vous n'allez pas vous confier sur vos états d'âme. Donc, ils étaient ravis d'avoir une petite jeune comme ça qui venait leur poser des questions. Et puis, certains, là aussi je ne citerai pas de nom, grand ingénieur des mines, ingénieur général, qui avait une très belle carrière, me disait non, mais je crois qu'au bout de 3 heures ou 4 heures d'entretien, non, je crois qu'on n'a pas encore vraiment saisi le sujet. Je pense que vous allez revenir, je vais vous réexpliquer vraiment bon. Non, puis vous pourriez me suivre comme ça, des journées, voir ce qu'on fait vraiment. Bon, ça devenait un travail à temps complet. Et la vie du chef dans les grandes entreprises, on n'est pas ingénieur pour rien, on a créé, avec le professeur Rivlin, co-création, un modèle. Alors je dois dire qu'il a été repris 10 ans après, rentrer un peu dans la littérature. Finalement, la vie d'un chef, et entre nous, c'est vrai, pas seulement des chefs d'entreprise, c'est trois sphères qui sont plus ou moins rentrées les unes dans les autres. C'est la sphère du rituel, ce que vous devez faire parce que vous êtes chef d'entreprise et qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Vous avez la sphère des remontées, tout ce qui vous arrive, que vous devez gérer, le flux. Et puis la dernière sphère, la créativité. Et on a vu des tas d'exemples très variés de gens qui avaient 3 sphères complètement distinctes, donc qui faisaient 90 heures par semaine, qui couraient après le temps, d'autres qui étaient totalement ramassés. Donc on avait réussi quand même à faire un modèle mathématique à partir de la vie de personnes. C'était voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai eu cette formidable privilège de discuter en bilatéral avec lui de tas de sujets. Quand on commence, effectivement, on continue. Alors, il avait été ravi parce qu'on a fait un livre après, fait Kalman-Levy, La vie du chef dans les grandes entreprises. Donc, c'était vraiment le travail intellectuel dans tout ce qu'il attendait. Alors, ce côté intellectuel, justement, je l'ai vraiment ressenti un peu à toutes les étapes, parce qu'effectivement, on a gardé le contact après l'école, avec une culture dont j'ai pu mesurer à la fois la dimension et puis l'envie de la faire partager. C'est lui qui m'a fait lire Emmanuel Lévinas, Spinoza, Descartes, sur le thème, voilà, ça, non, vous pouvez pas. Vous êtes obligé de passer par là. Alors, Emmanuel Lévinas, c'était la référence la plus élevée, la plus totale sur son sujet, sur son questionnement, et sur son immense curiosité. Pour moi, le professeur Rivlin, je continue à dire le professeur Rivlin, vous voyez, je suis très... c'était cette immense curiosité sur les gens,
sur ce que vous êtes. Donc il y avait un questionnement non-stop sur les choses, sur les mondes, sur les milieux. Alors par exemple, quand on travaillait sur notre mémoire de troisième année, sur le chef, on a travaillé ensemble sur l'invention du chef moderne. Tolstoï et Kutuzov. Comment le chef arrive, donc, il traquait derrière l'élève aussi l'intellectuel ou l'ignorant dont il se disait qu'il allait déverser, pas son savoir, son questionnement, la façon de vous réveiller, la façon de vous pousser à aller au bout de vous-même. Alors, moi, je ne suis pas juive, mais j'ai une partie de ma famille, de mon père, qui est, pas encore, qui est juif. Et ce côté, cette envie de partager ces questionnements non-stop, par exemple, au-delà de son travail, je dirais, de professeur, c'était aussi l'amicale du corps des mines, avec des grands thèmes annuels sur des sujets. Donc, c'est une empreinte très profonde, très forte. Alors, j'ai retrouvé récemment une fausse lettre du professeur Rivlin. Un faux, envoyé par 2 de mes camarades à moi-même, une lettre de reproche. Et c'est un des 2 qui m'avait envoyé cette fausse lettre, signé professeur Rivlin, Claude Rivlin, très agacé par le fait qu'effectivement, je ne comprenais pas tout, je n'adhérais pas à tout, ça n'allait pas. Et ce qui est très intéressant, j'ai vu que ça n'était pas possible. Ça n'était pas du Rivlin. Donc, on ne pouvait pas faire du Rivlin par imitation. Ça, c'était pas possible. C'était absolument unique. Alors, ce qu'il m'a apporté à titre personnel, et je dois dire que c'est... il parlait des tribus. Moi, j'ai un tribut avec un T le concernant. C'est d'abord le fait que la curiosité, l'immense curiosité qui était la sienne, la capacité de remettre en cause les choses en permanence, de questionner le monde, d'essayer aussi de trouver des modèles au monde, de trouver des façons de l'expliquer, ça c'est quelque chose qui vous marque à vie. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai un tribut très profond. J'ai un tribut aussi parce que le professeur Rivlin, c'était un mélange extrêmement intime où il vous poussait, il vous critiquait à la fois. C'était un mélange assez peu ordinaire. C'est-à-dire qu'il vous critiquait, donc la critique, elle n'est jamais agréable, mais en fait, de telle façon que ça vous poussait à aller beaucoup plus loin. Et chaque critique était quand même, certaines étaient quand même un peu rudes, mais elles étaient entourées d'un élément positif. Et cette maïeutique, je dois dire, moi je m'en suis nourrie. Et de la même manière, je pense qu'elle m'a poussée dans la vie, elle m'a poussée dans la recherche intellectuelle, qui était aussi en permanence. Donc, moi j'ai envie de lui dire merci, parce qu'on ne dit jamais assez merci. Et le tribut que j'ai vis-à-vis de lui, c'est un questionnement qu'il m'a donné et qui ne m'a pas quitté. Et en même temps, des références, les 4 niveaux, le coup d'un bien n'existe pas, etc., qui sont extraordinairement utiles dans l'entreprise.
Donc, j'ai envie de dire merci, professeur Rivlin. Merci beaucoup. Très beau témoignage. On rappelle à quel point Claude Rivlin est un grand enseignant, à quel point un grand maître marque ses élèves et les accompagne toute une vie. Merci infiniment. J'ai invité à présent Perrine Simon-Naoum à nous dire quelques mots justement sur cette thématique penser l'action. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le grand rabbin de France, cher Jérôme Tauboul, chère Janine, cher Alain, cher Jean-Pierre. C'est évidemment un grand honneur pour moi d'être invité à prendre la parole ce soir dans cette soirée d'hommage à Claude Rivlin, comme ce fut d'ailleurs un grand honneur pour moi de le connaître. La phrase a résonné déjà à de multiples reprises. Le coût d'un bien n'existe pas. Telle est l'affirmation paradoxale qui forme le cœur du manuel rédigé par Claude Rivlin, donc ce fameux cours d'évaluation des coûts dispensé aux élèves de l'école des mines depuis 1967. Et tel fut aussi, je crois, le mantra du Centre de gestion scientifique dont il fut le fondateur la même année et qu'il dirigea jusqu'en 1976. Il résume, me semble-t-il, son apport à la réflexion de notre temps qui, pour l'observateur extérieur, pourrait sembler tenir du paradoxe, mais dont la profondeur convoque ce qui fut sa caractéristique principale. Comprendre ce que l'époque a de plus singulier, la réflexion mise au service de la performance, et en l'occurrence de la performance économique, à l'aide de ce qui lui est le plus étranger, peut-être malheureusement de plus en plus étranger, l'esprit du judaïsme. Ce qui frappe, c'est effectivement la manière dont le spirituel entre chez lui immédiatement en tension avec l'empirique. Face aux orthodoxes, qu'il s'agisse d'économie ou de religion, la question posée par Claude Rivlin est avant tout, me semble-t-il, celle du choix. Pourquoi le coût d'un bien n'existe-t-il pas ? Parce que pour prétendre le définir, il faudrait être capable de tenir compte des ruptures, des incohérences, des accidents, de ce que, dans la conduite des individus, ni, dit-il, la matière, ni les personnes, ni les institutions, ni les normes culturelles ne sont en réalité capables de déterminer. Et si je devais décrire la philosophie de Claude Rivlin, je crois que je tenterais une analogie, je verrai si mon voisin de droite est d'accord, avec le propos d'Emmanuel Lévinas dans Totalité infinie, à savoir, si vous voulez, ce refus de la totalité, ce refus de l'enfermement qu'elle incarne, la recherche des moyens pour la faire éclater, car c'est précisément à ce point, me semble-t-il, que se situe à la fois l'ouverture à la transcendance et le libre arbitre de l'homme. Il y avait là, sans doute, mais Anne Lauvergeon nous le dira, de quoi déstabiliser l'étudiant intégrant l'école des mines au terme d'un parcours d'excellence au sein de l'enseignement français, plus habitué, je pense, au conformisme de la pensée ou à la réserve mentale. Alors, ce qui m'intéresse ce soir, c'est d'essayer de saisir finalement les directions que la pensée de Claude Rivlin a ouvertes pour nous. Il me semble que plutôt que d'apporter des réponses à des questions, il s'est en fait efforcé de penser les instruments permettant de les formuler, ce qui est évidemment autrement plus difficile. La singularité de Claude fut moins de construire une pensée, et j'imagine que la fréquentation quotidienne du texte sacré, à la fois normatif et interrogatif, philosophique et éthique, incite à une certaine modestie. Donc finalement, ce qu'il a cherché, c'était moins à formuler une pensée qu'à former, je dirais, des esprits brillants, à composer entre l'abstraction et le monde concret de la décision et de l'action. Il y a donc, je crois, une méthode Rivlin. Une méthode Rivlin qui allie la formation d'ingénieur
à l'esprit talmudique. Quelques titres des articles rédigés pour le journal de l'École de Paris de Management: La raison et le rêve, Crise et permanence, Don Quichotte et Sancho Panza, Mariage d'amour, mariage d'argent, montrent ainsi combien ce recours finalement au couple d'antonymes, loin d'être synonyme de balancement ou d'hésitation, révèle pour lui la nécessité de tenir ensemble ces niveaux de l'abstraction et du concret, ces niveaux du sacré et du profane. Claude Rivlin a été, vous l'avez rappelé, parlant de son air malicieux, je crois, a été un enseignant iconoclaste au sein de l'establishment de l'École des Mines, et Frédéric Palaise a parlé de son impertinence. Il fut aussi un juif que je qualifierais, vous allez peut-être bondir, mais je vais tout de suite développer, un juif que je qualifierais d'hétérodoxe, ce qui me semble-t-il est la seule position possible pour un juif inscrit tout à la fois au cœur du réacteur et se réclamant de la pratique et de la foi de ses pairs. Alors, d'une école de Paris à une autre, du management au judaïsme, cette singularité éclaire le rôle que Claude Rivlin a joué dans la pensée juive française à partir des années 1960, notamment au sein du colloque des intellectuels juifs de langue française, dont il a été l'un des organisateurs, l'un des animateurs, à partir de 1967. Alors, si certains d'entre vous ont assisté, ou du moins lu les actes des colloques, vous savez que chacun y avait en quelque sorte son rôle. Donc André Neher, Emmanuel Lévinas, c'était les deux grandes leçons, bibliques et talmudiques. Eliane Amado Lévy-Valency, l'introduction de l'inconscient, l'altérité, le jeu un peu interdisciplinaire. Vladimir Rabbi, je dirais le poil à gratter d'un point de vue un peu plus politique. Yankelevitch, l'idée de la conscience. Alors, lorsque le colloque a dû se réorganiser, puisque la plupart ont fait leur alia en 1967-68, les uns et les autres, ceux qui restaient en France, se sont trouvés en quelque sorte un peu désorientés. Et je crois que le rôle de Claude Rivlin a alors été de jouer les médiateurs en orientant les débats, et en permettant finalement aux différents points de vue qui s'exprimaient toujours lors des colloques de construire au bout du compte une unité de sens. Il y a fait de très nombreuses interventions qui sont toutes remarquées parce qu'elles tranchent, je dirais, à la fois par leur connaissance intime des textes, mais aussi parce qu'elles prennent en charge les questions de l'époque. Et comme dans sa vie civile, ces interventions suivent deux axes. Elles s'ordonnent autour de deux axes, la cité et la tradition, l'universel et le particulier. Faut-il les lire en tension, l'un avec l'autre, l'affrontement de deux pouvoirs, l'un temporel, l'autre spirituel, éthique? Il laisse en général la question ouverte. C'est-à-dire qu'il permet finalement à chacun, participant, puis lecteur, d'apporter sa propre réponse. Mais cela, je crois, ne l'empêche pas d'énoncer la sienne, invariable. Les Juifs, qui trouvent leur inspiration dans la croyance, ont quelque chose à nous dire du monde contemporain. La conscience juive porte un message qui n'appartient qu'à elle. Ce message, d'ailleurs, s'entend également, et Alain en a cité quelques passages, dans les petits traités que Claude Rivlin a rédigés à l'usage du consistoire. Il aborde dans ces traités différents thèmes du judaïsme, ça peut être l'amour, ça peut être le corps, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en les abordant, il en livre sa propre interprétation. Ces thèmes, quels sont-ils? Eh bien, je crois qu'on peut les résumer autour de quelques-uns. Le premier, c'est celui, et il est très important de l'entendre évidemment aujourd'hui, celui d'une humanité commune. Nous descendons tous, dit-il, d'un même couple, ce qui interdit toute forme de racisme et de discrimination.
Et d'ailleurs, il montre comment cette attention à la fraternité est marquée dans le texte biblique par la préférence que celui-ci accorde au cadet par rapport à l'aîné, dans la mesure où le cadet doit toujours arriver dans un monde où il y a déjà quelqu'un. Le second principe, c'est que si l'homme est invité à obéir à Dieu, c'est qu'il lui revient en même temps de désobéir. Ce qui rend, dit-il, en fait, la relation entre Dieu et l'homme problématique. Et je me souviens qu'effectivement, il avait coutume de les présenter comme deux associés. Le monde dans lequel nous vivons est donc un monde dans lequel Dieu laisse le soin à l'homme de co-construire avec lui l'univers. Et tel est le sens, en fait, que Claude Rivlin donne au projet messianique. Le refus de la fatalité, que ce soit celle de la nature, bien entendu, mais aussi, je dirais, celle de la réduction de la condition humaine aux seules nécessités d'une existence concrète. Alors, je vous propose maintenant un dernier temps qui serait un temps d'exégèse sauvage. C'est-à-dire que je vous propose en quelque sorte de faire se rejoindre les deux vies de Claude Rivlin, c'est-à-dire de lire les commentaires bibliques à l'aide du cours sur l'évaluation des coûts et le cours sur l'évaluation des coûts à l'aide du texte biblique. En fait, mon hypothèse, c'est que Claude Rivlin n'a cessé de passer du sacré au profane sans qu'on sache véritablement lequel des deux devait l'emporter, sans qu'on sache véritablement, finalement, laquelle de la pensée ou de l'action devait l'emporter. Prenons la lutte de Jacob avec l'ange, donc en Genèse 32, 23, 32. Vous vous souvenez que Jacob demeure seul pour attendre son frère, Ésaü, après avoir fait traverser le Yabok au sien. Non, c'est pas ça. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est ok. Oh, non, mais... Alors, avant que la rencontre n'ait lieu, une autre, évidemment, se déroule avec un adversaire qui avait attendu un moment de solitude et d'anxiété pour l'attaquer. On ne connaîtra pas son nom, mais on sait qu'au terme du combat, Jacob est blessé à la hanche, béni par l'inconnu et se nomme désormais Israël. Claude Rivlin dit qu'il faut entendre dans ce nom, donc Israël, un double enseignement, en quelque sorte une double résistance. Une résistance aux lois de la nature et également une résistance au destin politique, en l'occurrence l'iniquité des lois romaines. Ces deux résistances ont un coût, ajoute-t-il. Jacob est blessé à la hanche. Donc, on peut, là, déterminer un coût. Mais en réalité, il n'en est rien. Pourquoi ? Parce que, évidemment, cette lutte avec l'ange, elle s'inscrit dans un projet qui la dépasse. Le projet messianique que Claude Rivlin place à l'horizon de sa pensée tient précisément, me semble-t-il, hypothèse hardie, mais je vous la soumets, je crois que le projet messianique de Claude Rivlin tient dans le fait d'interdire, dans tous les domaines, toute évaluation stricte d'un coût, car autrement, la liberté humaine serait abolie. Ce qui explique, me semble-t-il, que son enseignement au sein de l'école des mines n'ait ressemblé à aucun autre. Et la clé m'a été donnée par un des disciples et grands admirateurs de Claude Rivlin, Paul Marouani. Il m'a conseillé d'aller lire l'histoire de Joseph. Joseph, donc, que je rapprocherai de l'épisode de la lutte de Jacob, puisque, évidemment, Jacob est le père de Joseph. Joseph, c'est celui, pour Claude Rivlin, qui rend le projet messianique possible. À un moment, il se pose la question, pourquoi
pourquoi en fait les enfants d'Israël ont dû passer par l'Égypte. D'ailleurs, je pose la question à mon voisin, on va voir. Oui. Et je te donne d'abord la réponse de Claude. Donc, pourquoi est-ce que ce passage en Égypte s'impose à côté, dit-il, de Babel, pas la tour de Babel, mais la terre, et de la terre de Canaan? Eh bien, la réponse tient dans le cours sur l'évaluation des coûts. Ça, tu ne l'avais pas prévu. Hein? Ah oui, d'accord. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce que Joseph apprend en Égypte? Eh bien, il apprend la gestion. Il apprend la gestion, d'abord de la richesse, et ensuite de la disette. Moïse qui lui succède, avec pour mission de mener les enfants d'Israël vers Canaan, doit lui aussi être éduqué à l'égyptienne. C'est-à-dire qu'il doit aussi apprendre la gestion. Et l'habile gestion des 10 plaies, finalement dans une sorte de raccourci, si vous voulez, finira par arracher à Pharaon l'accord de laisser partir les Juifs de la terre d'esclavage. Alors on le sait, Claude Rivlin, et ça a été rappelé, incarnait aux mines le corps des ingénieurs qui se distinguent des économistes par leur approche du réel. Et il contestait notamment la confiance que ceux-ci plaçaient dans 2 grands outils à l'époque, auxquels donc il confiait le soin d'évaluer les coûts, la comptabilité nationale et le calcul d'investissement, auquel il opposait l'importance de la décision. Je reviens au texte biblique, Jacob, Joseph, Moïse. Voilà, me semble-t-il, les 3 figures qui nous mettent sur le chemin du messianisme en montrant qu'on ne peut jamais évaluer le coût d'un bien. Ils nous livrent en effet l'esprit du judaïsme à travers la question de l'élection, qui était aussi l'une des questions que posait Claude Rivlin. Et je cite la fin du petit traité que tu as évoqué, Alain. Dans quel sens faut-il comprendre que le peuple juif est élu? Écrit Claude. Cette revendication d'exception serait inacceptable si elle visait les individus. Un juif ne vaut, a priori, pas plus qu'un non-juif, car la tradition attribue au juste des nations un degré de sainteté égal à celui du meilleur des juifs. Et pourtant, le judaïsme, nous le savons, dessine un destin unique. Si les Juifs se considèrent comme collectivement responsables de la réussite de l'humanité et font vivre une espérance sur laquelle repose leur foi, c'est finalement moins en référence à la figure du Messie. Et il cite cette phrase, moi je ne la connaissais pas, mais c'est très drôle. Le Messie viendra quand le même objet vaudra le même prix partout. Alors là aussi, je vous la soumets. Donc c'est moins en référence au Messie qu'à la responsabilité finalement des Juifs dans son advenu, et c'est aussi ce que rappellent, je crois, les grands axiomes de son cours de gestion. Alors je dirais que, pour finir, Claude Rivlin était un homme engagé dans la cité. Il le faisait depuis le matériau qui était le sien, donc à la fois les textes de la tradition et l'exemple des maîtres de la religion, l'esprit critique et la libre détermination de soi-même, et l'exemple du maître en philosophie. Mais je crois qu'il savait surtout que la pensée est un combat. Combat contre les idoles, combat contre les idéologies, combat contre les préjugés qui veulent nous faire croire que le monde est simple, et combat même au sein de son camp. Il n'a cessé en fait de nous rappeler les difficultés existentielles qui sont les nôtres. Et il nous fait surtout entendre qu'il est temps pour nous d'entrer dans l'arène en tant que juifs, et même, dirais-je, en tant que juifs de la diaspora, puisque finalement Claude a choisi de rester en France. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu lui feras d'énergiques reproches. Je crois qu'il faut entendre, à travers sa parole, ce verset du Lévitique et conclure avec Claude Rivlin que si nous ne voulons pas nous battre avec des armes, eh bien, il est temps pour nous de nous battre avec des mots. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Perrine Simon-Naoum, pour cette intervention très riche et profonde qui nous permet de mieux comprendre les contours et les spécificités de la pensée de Claude Rivlin, de le situer dans le paysage intellectuel juif de l'après-guerre, et également pour ce partage de pont entre les deux polarités, l'évaluation des coûts et l'interprétation biblique, inédite et très très stimulante. Merci beaucoup. Je passe la parole à présent à Dan Arbib, également pour quelques mots d'intervention. Merci beaucoup. Merci Jérôme, Monsieur le Grand Rabbin de France, chère Madame Rivlin, chers Jean-Pierre et Daniel, cher Jérôme, chers amis. Il a bien changé, c'est pas Daniel. Oui, pardon Alain, excusez-moi, j'écris trop mal. Je suis très content d'intervenir ce soir parce que je crois que dans le cours du monde tel qu'il va, la personnalité du professeur Rivlin est extrêmement inspirante. Elle est inspirante pourquoi ? Elle est inspirante parce que toujours, les orateurs précédents l'ont dit, il fut à cheval entre deux mondes, c'est-à-dire le monde civil, le monde de l'action, le monde public, le monde laïque, et d'autre part, le monde juif, le monde de l'étude, y compris d'ailleurs le monde des institutions juives. Et par conséquent, cette façon de se situer entre deux mondes est pour nous, en quelque sorte, une tâche que nous devons encore accomplir. Et alors, ce n'est pas seulement une manière pour lui de se situer, mais plus que ça lui procure, je crois, une véritable joie. Alors j'ai eu l'occasion ces derniers jours, à la faveur de cette soirée, de relire en effet les différents textes qu'il avait écrits pour le consistoire ou pour d'autres organisations. Et j'ai trouvé notamment celle-ci de 1983 qui s'intitule « Oui, je suis moderne et traditionnaliste ». Et je trouve des phrases absolument extraordinaires qui montrent à quel point cette manière d'habiter de monde était pour lui une façon de faire féconder un monde par l'autre. Ce ne sont jamais deux mondes qui ont été pour lui mis en concurrence ou qui supposaient qu'on doive choisir. Je le cite, de tout cela, on pourrait conclure qu'au regard de la tradition juive, les civilisations du monde, si brillantes soient-elles, ne véhiculent que du mal et que le devoir du peuple hébreu est de s'en tenir écarté. C'est une tendance d'ailleurs qui est toujours présente dans la communauté. La tendance au repli qui consisterait à se tenir écarté des grandes civilisations du monde car elles grignoteraient, si je puis dire, notre intégrité morale, physique, intellectuelle, spirituelle. Le professeur Rivlin d'ajouter, ce n'est pas si simple. S'il est vrai que ces empires ont à un moment ou à un autre incarné des menaces d'anéantissement, ils ont été tour à tour le symbole de valeurs que le judaïsme vénère. La Torah elle-même l'indique clairement, comme on va maintenant le voir. Et quelques pages plus loin, il conclut, toutes ces indications montrent que pour le juif qui étudie les textes de sa tradition, les empires des nations ne sont pas seulement des sources de danger, ils sont aussi, chacun à sa manière, gardiens d'un ingrédient essentiel d'un monde réussi. Autrement dit, il ne s'agit jamais de choisir. Si l'on choisit, on se prive de l'apport de l'une des deux tendances au détriment de chacune d'entre elles, et y compris au détriment de la Torah elle-même, puisque c'est la Torah qui nous demande d'aller voir les civilisations extérieures et de ne pas considérer qu'elles constituent pour nous-mêmes une menace. Donc il faut aller vers l'étranger, vers la société civile, vers le grand monde, vers l'Europe, vers les civilisations qu'il a décrites, les 4 exils, pour comprendre dans quelle mesure ces 4 exils peuvent féconder la pensée juive. Alors, ça dessine chez le professeur Rivlin quelque chose que je trouve dans ces textes des années 80 très joyeux. Il y a une identité joyeuse qui n'est jamais une identité perplexe, profondément meurtrie par cette schise ou par cette schizophrénie qui consisterait à tisser la trame de 2 histoires à la fois. Il y a au contraire un projet d'une très grande cohérence, qui est une cohérence vécue, qui donne d'ailleurs à sa personnalité la bonhomie qu'on lui a connue, et une certaine forme de confort de vie. C'est pourquoi je crois que cette personnalité est pour nous un modèle. Alors je vais ajouter quelque chose
qui me paraît fondamentale, c'est qu'à mesure qu'on lit ces textes et qu'on les lit dans l'ordre de leur publication, on s'aperçoit que se fait jour une forme de critique ou de doute devant les aptitudes de la raison. Alors je vais m'expliquer sur ce point parce que je crois qu'il faut être précis. De plus en plus, le professeur Rivlin, et au fond tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ne fait que le confirmer, s'est affirmé perplexe devant une raison qui se dirait elle-même toute puissante. Comment vous dire? Il y a 3 régimes de la raison. Celui qui consisterait à faire fonctionner la raison dans le plan où elle est parfaitement légitime. Et puis, il y a un régime qui consisterait à appliquer la raison là où elle n'aurait que faire, c'est-à-dire des domaines qui échappent par nature à la raison. On y reviendra tout à l'heure. C'est ce qu'on appellerait, si vous voulez, le dogmatisme. C'est la rationalité extrême qui veut plier à la raison tout ce qui peut éventuellement lui échapper. Et puis on a la tendance inférieure qui consiste, devant la montée triomphante de la raison et ses échecs, à refuser la raison. Et là, on sombre dans le scepticisme généralisé, dans le nihilisme, dans l'irrationalisme. Et donc, en vérité, la bonne disposition consiste à obéir au mot de Pascal, il faut douter où il faut, assurer où il faut. C'est-à-dire se situer au bon plan de la raison, ni au-dessus ni au-dessous. Ce travail-là, en philosophie, porte un nom, et c'est Kant qui le lui a donné, c'est le mot de critique. La critique chez Kant, vous connaissez peut-être ce titre, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la critique du jugement. Le mot critique est un mot très simple, qui désigne simplement l'assignation des pouvoirs de la raison pour lui interdire, en quelque manière, de franchir les frontières qu'elle ne doit pas franchir. Et tout le travail du professeur Rivlin, je crois, en lisant ces 40 ans de textes, a été d'assigner de la manière la plus précise, la plus fine, jusqu'où la raison peut aller. C'est-à-dire où elle est parfaitement légitime et où il serait déraisonnable de la congédier, et où elle est illégitime, ou où elle devrait s'avancer avec un peu plus de prudence. C'est un travail d'une extrême finesse, d'une grande délicatesse. Et c'est pourquoi il s'égrène au fur et à mesure de ses brochures. Alors, je vais décrire les 3 domaines, si je puis dire, où la raison demande d'être ajustée. Ces 3 domaines, je les décrirai suivant leur objet, leur finalité et leur modalité. C'est une entreprise de systématisation du travail du professeur Rivlin, mais pour l'avoir fréquenté beaucoup ces derniers jours, je sais qu'il n'était pas lui-même réfractaire à la systématicité. Donc, je vais céder au même travers. La raison se confronte d'abord à différents objets. Alors, le professeur Rivlin utilise une formule de Descartes qu'il détourne un petit peu de son sens pour faire voir qu'il y a des objets qui répugnent à une appréciation ou à une appréhension directement rationnelle. Descartes dit, quand l'on veut connaître, il faut éviter la prévention et la précipitation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la prévention au XVIIe siècle? Ça veut dire les préjugés, avoir déjà des idées préconçues. La précipitation, c'est aller trop vite. Et le professeur Rivlin dit, en vérité, la prévention, c'est le fait simplement que certains objets ont pu faire l'objet de discours collectifs, de discours communs. Les préjugés, c'est quoi? C'est le discours que la société porte sur ces objets. De la même façon, qu'est-ce que c'est que la précipitation? C'est le fait de ne pas aller trop vite dans son jugement. Mais cela présuppose que l'objet dont il est question puisse rester stable, rester disponible. Parce qu'effectivement, si on doit, avant de juger de l'objet, y aller lentement, cela suppose que l'objet ne soit pas transitoire. Or, nous dit-il, il y a des objets qui ne sont ni collectifs, mais qui sont purement subjectifs, et qui ne sont pas stables, qui sont purement passagers. Cette thèse, vous la trouvez dans l'opuscule très important pour lui, qui s'appelait « Le dur et le mou », où il essayait de construire les éléments pour une rationalité performante, et qui le serait d'autant plus qu'elle saurait quels sont les objets auxquels elle ne peut pas s'attaquer. C'est-à-dire les objets purement subjectifs individuels, et puis ceux qui ne trouvent pas de stabilité suffisante pour que la raison puisse s'appliquer à eux.
Voilà typiquement une première distinction par objet. La deuxième distinction, c'est celle de la finalité. Le professeur Rivlin nous dit la raison est capable de savoir quels moyens mettre en œuvre une fois que les fins ont été déterminées. Si vous avez déterminé une fin, vous pouvez tout à fait ordonner des moyens à cette fin pour y parvenir. Mais il serait faux de croire que la raison est capable de déterminer la fin elle-même. C'est là encore un excès par rapport aux capacités de la rationalité. Et je vais vous donner 3 couples qu'il travaille dans un de ses textes. La raison est capable d'agir sur la sexualité, mais pas sur l'amour. La sexualité, c'est-à-dire la contraception, la stérilité, la mise en œuvre technique, mais l'amour même, c'est-à-dire la fin de la sexualité, la finalité de la sexualité, la raison ne peut pas agir dessus. De la même façon, la raison peut agir sur l'armement, qui reste une question technique de toutes les façons, mais elle ne peut pas agir sur la volonté et le désir de la paix. C'est-à-dire elle ne peut pas se fixer la finalité. De la même façon, la raison peut parler de fabrication, et alors là, on entre dans des modalités qui sont parfaitement rationnelles, rationalisables, des plans qui sont parfaitement ordonnables, mais elle ne peut pas agir sur le commerce, parce que dans le commerce, il entre l'agent qui désire acheter, qui désire échanger, et sur ce désir-là, la rationalité n'a pas prise. Et alors, objet, finalité, troisième modalité, la modalité du rapport à l'objet, que j'appellerais la modalité subjective, l'incertitude, l'affect. Comment agir en situation où l'objet ne fait pas l'objet d'une certitude et où l'objet fait l'objet, si je puis dire, d'affects difficilement rationalisables. La grande force du professeur Rivlin, c'est d'avoir mis en question ce que l'on appelle le mot economicus, c'est-à-dire l'agent rationnel qui est censé agir toujours suivant des paradigmes qui sont parfaitement déterminables et qui sont parfaitement anticipables. Il existe des modalités de rapport à l'objet purement subjectifs, purement individuels, inanticipables. Et alors il s'amusait de voir que fait la raison. Elle propose des modèles du non modélisable, évidemment. Ça va s'appeler des statistiques. Mais la raison cartésienne, ici, s'indigne. Descartes aurait été indigné devant la statistique qui veut mesurer le non mesurable. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire que mesurer le non mesurable? Ça veut dire courir après ce que de toute façon on ne pourra jamais atteindre. Alors, il faut bien donner du travail à des chercheurs. Mais dans le fond, ça nous échappe. Alors, je pourrais dire de ce point de vue-là que le travail du professeur Rivlin est un moment de la critique de la rationalité européenne. C'est-à-dire il s'inscrit dans la continuité des années 60-70, où la raison européenne, que ce soit au moyen d'Emmanuel Lévinas, qu'on a déjà cité, de Michel Foucault à d'autres titres, se met en crise, se met en cause. Elle comprend ses propres limites et elle essaye cette fois-ci non pas de sombrer dans l'irrationalisme, mais de déterminer le secteur légitime de la raison. Alors, 2 possibilités d'action dans cette sphère maintenant déterminée. 2 choses vont devenir décisives. Première chose, je vais en parler très vite, la décision, et deuxième chose, le rite. Je vais parler très vite de la décision. Qu'est-ce que c'est qu'une décision? La décision, c'est quand tout d'un coup, la subjectivité, c'est-à-dire l'agent, celui qui agit littéralement, décide de faire quelque chose qui n'est programmé par aucun algorithme, aucun logiciel. Quand le ticket de caisse tend l'addition d'un achat que vous avez fait, le commerçant ne prend pas de décision en vous disant « vous devez 40 €. L'addition est proposée par le ticket de caisse. En un sens, peut se substituer au commerçant la caisse automatique, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit. La décision ne s'impose que quand elle ne naît pas nécessairement d'un calcul proposé par un algorithme ou par un logiciel. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup l'émergence d'un sujet qui assume sa responsabilité. Il est très facile, quand on est un technocrate, de recevoir un rapport, de tirer un trait et de dire voilà ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est le technocrate. Le responsable fait tout autre chose. Ayant en main les rapports des technocrates, il assume une responsabilité qui ne procède pas du tout de la somme des données qui lui ont été proposées. De ce point de vue,
il y a un philosophe de la décision auquel le professeur Rivlin était très sensible, c'est Alain. Les quelques entretiens que nous avons eus ensemble ont souvent tourné autour d'Alain. Et que dit Alain? Alain dit cette phrase très paradoxale et qui vraiment peut nous donner à penser. Alain dit, une décision, ça ne s'explique pas, ça ne se motive pas. Pourquoi? Parce que si vous expliquez une décision, vous en faites voir toutes les prémices rationnelles, c'est autant dire que la décision n'a pas été prise. La décision s'est imposée par un ordinateur. La décision s'est imposée technocratiquement. Mais prendre une décision, c'est jouer un coup d'avance par rapport à l'ensemble des déterminations purement rationnelles qui ont été proposées par la machine. Donc Alain dit, si vous expliquez une décision, vous n'avez pas pris de décision. Une décision, ça se prend. Donc évidemment, il y a quelque chose de gentilhommesque, de mousquetaire dans la décision. Une décision, ça se prend. Aujourd'hui, on fait des rapports. C'est très fréquent, on se cache derrière un rapport. Autant dire que personne n'est responsable. La deuxième chose pour le professeur Rivlin qui va être décisive, c'est le rite. Pourquoi le rite? Parce que le rite, c'est précisément ce qui va pouvoir s'introduire dans la sphère du non entièrement rationalisable, c'est-à-dire le mythe, c'est-à-dire le discours, le symbole, la langue, ce que Freud appelle le symbolique en somme. L'attribut, c'est-à-dire la transmission, les effets de reconnaissance, qui jouent aussi toujours sur les mythes, et enfin, le corps. Et c'est là qu'il retrouve Alain cartésien, qui disait, comme Descartes d'ailleurs, au fond, la philosophie s'interroge très souvent sur ce que l'âme fait au corps, mais il faut surtout se demander ce que le corps fait à l'âme. Et ici s'intercale une réflexion sur la halakha, sur la mitzvah, sur le rite juif. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre pourquoi la halakha fixe les choses de cette façon, demandez-vous plutôt ce que le corps va imprimer à votre âme. En un sens, c'est pascalien aussi. Pascal qui dit, à la fin du fameux fragment sur le pari, agenouillez-vous, faites dire des messes, et puis à un moment, ça viendra. Commencez par l'action. Commencez par la halakha. Donc, la halakha, le rite, va être la discipline du corps qui va se substituer, ou plutôt qui va se substituer à la raison, là où la raison peut laisser un certain nombre d'interstices. Alors évidemment, ça va avoir une portée critique fondamentale, une critique d'une laïcité très opaque ou très fermée, une laïcité qui ne se fait de l'homme qu'une vision universaliste rationnelle, rationaliste. La laïcité méconnaît ce que le corps fait à l'âme, c'est-à-dire ce que la halakha fait à l'esprit. Elle est donc, dans une certaine mesure, infidèle à son héritage cartésien. C'est aussi une critique de l'homo economicus, je l'ai dit. Toujours est-il que c'est le désir d'introduire une grande complexité. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure cette présentation? Premièrement, je crois qu'il y a, et en lisant les textes très joyeux, parce que très vifs, très intrépides aussi par moments, dans les textes du professeur Rivlin, une très grande systématicité qui est extrêmement féconde. C'est-à-dire qu'on peut penser avec lui. Anne Lauvergeon a cité tout à l'heure les 4 concepts à partir desquels on peut toujours penser. Je crois qu'effectivement, c'est extrêmement fécond. Se demander devant un problème, comment on peut le décliner suivant la grille proposée par le professeur Rivlin. Et alors ici, cette grille va avoir des fonctions heuristiques, parce que vous allez être obligé de remplir les cases. Et vous allez voir des choses qui vous auraient complètement échappé. Ça, c'est le premier point que je voudrais souligner. En appelant de mes voeux d'ailleurs une réimpression rapide, et si possible en 1 ou 2 volumes, de ces opuscules qui sont difficiles à trouver. La deuxième remarque sera précisément pour notre temps. Je l'ai dit, la raison doit être placée au bon étiage. Au-dessus, c'est le dogmatisme et le fanatisme. Au-dessous, c'est l'irrationalisme et le scepticisme, donc en fait le nihilisme. Je crois que ce qui se produit aujourd'hui, si on veut bien porter un diagnostic sur notre temps, c'est que vous avez une montée d'irrationalisme qui est aussi forte et puissante que la montée de la rationalité intégrale. Plus la rationalité se fait toute puissance, plus l'irrationalité monte. Et c'est très étrange. Anthropologiquement, c'est descriptif. C'est-à-dire que vous voyez très bien que de plus en plus la technique, la technocratie s'étend et, si je puis dire, étend son filet dans tous les domaines de l'action humaine, mais d'un autre côté, de tous les côtés, les hommes veulent échapper à cette hyper-rationalité en se jetant dans la superstition, dans des croyances d'un autre âge, dans toutes sortes de mystères
qui montre qu'en vérité, irrationalisme et rationalisme extrême n'avancent pas en proportion décroissante, mais en proportion croissante. Ils avancent ensemble. C'est contre cela que le professeur Rivlin agit. C'est-à-dire, il va falloir maintenant que nous situions la rationalité au bon endroit pour être capable de laisser entendre ce qui en nous n'est pas parfaitement rationalisable, pour faire cette place-là à ce non rationalisable, mais en même temps pour restituer la raison à sa juste place. Et enfin, pour conclure, le troisième point, c'est que, dans le fond, j'ouvrais ce texte, j'ouvrais cette communication en disant qu'il s'agissait toujours de féconder un monde par l'autre, c'est-à-dire de réfléchir au rite, à la tradition juive, aux moyens de la tradition laïque, universaliste, rationnelle, et en même temps de penser aux limites de la rationalité par la tradition elle-même. Je voudrais citer cette page 9 de la brochure qui s'appelle « Oui, j'observe le Shabbat », brochure magnifique, qui me fait un petit peu penser, vous savez, au bâtisseur de temps d'Abraham Heschel. Le professeur Rivlin a ces pages « Oui, ce tabernacle », le tabernacle donc construit par les Hébreux dans le désert, n'est pas un édifice naturel ou miraculeux, c'est une construction de bois, de métal et de tissu faite de la main d'homme, et les rites qui s'y déroulent comportent l'offrande d'animaux, de pain, d'huile et de vin, toutes choses très concrètes dont une partie était consommée par les prêtres préposés au culte. Ainsi était réalisée cette cohabitation de l'absolu, de la vérité, de la paix, avec la vie alimentaire dans sa matérialité la plus tangible. Et il expliquait que le tabernacle avait été fait parce qu'il provenait d'Égypte. Donc ce qu'a voulu faire le professeur Rivlin, c'est réconcilier l'absolu, l'immatériel, avec le matériel, ce qu'il peut y avoir de plus tangible, c'est-à-dire aussi réconcilier l'Égypte avec la destinée des Hébreux. Au fond, je rejoins les conclusions qu'a avancées tout à l'heure Perrine. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Dan, pour cette intervention passionnante. Merci de t'être plongé pour nous dans ces 40 ans de livret et de nous en avoir restitué les points saillants et les subtilités de la pensée de Claude Rivlin. J'appelle à présent Jean-Pierre Rivlin pour partager avec nous une étude, justement, je crois, inspirée de celle de son papa Claude Rivlin, et on donnera ensuite la parole pour conclure au grand rabbin Corsia. Monsieur le grand rabbin, chers amis, au cours de notre enfance, papa consacrait quotidiennement un petit moment d'étude avec chacun de ses 3 fils. Me concernant, ces enseignements ne duraient que quelques minutes, 5 à 10 minutes, avant le repas du soir, un moment privilégié. Je voudrais, avec l'autorisation de monsieur le grand rabbin, avant de le laisser conclure, évoquer l'un de ces cours, pour 2 raisons. D'abord parce que ce cours synthétise assez bien ce qui a été dit précédemment, en particulier la relation difficile entre l'individu et le collectif, et également l'importance du rite dans le comportement des gens, mais également pour une deuxième raison, parce que cette leçon témoigne de la capacité qu'avait papa de faire jaillir d'un texte parfois très aride, et vous verrez que je ne vous mens pas, d'une actualité brûlante, pour reprendre une expression qui lui était chère. Donc pour faire jaillir du texte parfois aride, un sens d'une actualité brûlante, pour reprendre une expression qui lui était chère. Alors ce soir-là, nous entamions l'étude de la loi orale, de la Mishnah, consacrée au Shabbat. La première Mishnah donc de Masechet Shabbat, qui était une journée chère à papa. Le Shabbat à propos duquel papa écrivait dans son petit traité que Dan a cité tout à l'heure, « Oui, j'observe le Shabbat », il disait à propos de ce jour, le Shabbat, représente un échantillon de ce que peut être la vie dans un monde achevé, une humanité où les conflits économiques, sociaux et politiques ont disparu. En quelque sorte, c'est moi qui interprète, un aperçu de ce que peut être la réussite du projet de la Torah. La Gemara dit, mais Ein Olam Haba, un aperçu du monde futur, c'est dit dans Masechet Borachot. Pour arriver à un tel résultat, vous le savez, le juif pratiquant doit s'astreindre à un certain nombre d'interdits qui sont parfois contraignants autour de 2 thématiques, l'interdiction de construire et l'interdiction de participer à la vie économique. Et à partir de là, on vit le Shabbat avec le résultat escompté. Mais étonnamment, cette fameuse Masechet Shabbat commence par un interdit qui est peut-être le plus contraignant et le plus étonnant,
c'est celui de porter un objet du domaine privé au domaine public. Le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de porter, dans un sens ou dans l'autre. Étonnant. Quel est le sens de cet interdit? En quoi cela-t-il sert l'objectif décrit par Papa sur le sens du Shabbat? La halacha, la loi juive, inspirée par la Gemara, explique exactement quel est le corps même de cet interdit de porter. En fait, il subdivise cet interdit de porter en deux. En hébreu, je vous cite les mots en hébreu et je vous les traduis. C'est akira anacha. Akira anacha, c'est quoi? Akira, c'est le fait d'extraire l'objet d'un des deux domaines, le domaine privé par exemple. Anacha, c'est le fait de le reposer dans le domaine public. Et selon la Torah, l'interdit de porter, c'est lorsqu'un même individu fait les deux actions, c'est-à-dire extraire un objet et le reposer. Alors, comment on arrive à ce résultat? À partir du texte de la Mishnah que nous étudions avec Papa, que je vais vous résumer brièvement, je ne vais pas la détailler, donc ça va être un peu aride pendant quelques instants, puis après, nous verrons quelle est la lecture de Papa de ce texte. La question étant, en quoi cet interdit répond à l'idéal du Shabbat. Alors, je vais vous donner le premier verset, vous allez voir, il est étonnant. Yotziot ha-Shabbat shtaim she'en arba bifnim veshtaim she'en arba bachutz. L'interdit de porter le Shabbat, c'est 2 qui font 4 à l'intérieur et 2 qui font 4 à l'extérieur. Si vous comptez bien, ça fait 8. Donc en fait, le geste de porter, de transférer un objet d'un domaine à l'autre, c'est décomposé en 8. 4 qui se passent à l'intérieur, 4 qui se passent à l'intérieur, incompréhensible. On ne sait pas en quoi on a avancé dans la problématique. Pour avancer, le texte nous cite une histoire qui est une relation entre 2 individus. Le premier individu est un ani, le texte dit ani, c'est-à-dire un pauvre qui se situe dans la rue, birshut harabim, dans le domaine public. Et la deuxième personne n'est pas un riche, c'est un propriétaire de maison, Baal Habayit, qui se situe dans une maison. Et va y avoir un transfert d'un objet, on imagine un aliment, mettons une pomme, pour effectuer un geste de tzedaka, d'humanité, du propriétaire de maison vers le pauvre. Et les 8 cas, les fameux 8 cas, 4 cas à l'intérieur, 4 cas à l'extérieur, vont être décomposés selon la manière dont est fait le geste. Est-ce que les deux parties, c'est-à-dire Akira Anacha, est faite par la même personne, ou au contraire, est-ce que chacun des gestes est fait par l'une et l'autre des personnes? Je vais vous citer seulement 2 exemples. Un où l'acte est interdit par la Torah, et le deuxième où l'acte est autorisé, et on verra à partir de cette nuance l'idée qu'en dégage Papa. Le premier acte interdit, c'est le suivant. Il y en a 8, donc je ne vais pas vous citer les 8, je vais vous en citer que 2. Pachat Baal Habayit et Yado lachutz v'natan le torchiado shelani. Le propriétaire de maison qui est chez lui va tendre la main à l'extérieur, avec l'aliment dans la main, et va le mettre, le torchiado, à l'intérieur de la main du pauvre. Le pauvre n'a pas dit son mot. C'est-à-dire que le propriétaire a imposé son intention au pauvre. Réponse, le verdict du texte est clair. Baal Habayit chayav ve'ani patour. Le propriétaire de maison est intégralement coupable, alors que le pauvre est complètement quitte. Parce que l'action a été effectuée d'un bout à l'autre par le propriétaire. Akira, il a extirpé l'objet du domaine privé et l'a donné au pauvre, l'a imposé au pauvre alors que le pauvre ne demandait rien. Anacha, ainsi, le propriétaire de maison est coupable, alors que le pauvre est intégralement quitte. Deuxième exemple, qui est un exemple où les deux vont être quittes. Pachat et ani et yado lifnim, donc le pauvre va tendre la main à l'intérieur, on imagine à travers une fenêtre, mettons, il va tendre sa main à l'intérieur, il ne fait plus rien, le pauvre. Venatal Baal Habayit mitocha, et le propriétaire de maison va prendre le fruit et va le mettre dans la main du pauvre. Et le texte se termine en disant que le pauvre va sortir la main à l'extérieur. Verdict du texte, Shneem Turim, les deux sont quittes. En quoi ce texte éclaire-t-il le sens de cet interdit de porter le Shabbat bien mystérieux compte tenu de l'objectif qu'on veut se fixer par rapport au fait de vivre le Shabbat? Papa avait une double explication de ce texte. La première est de l'ordre éthique, la deuxième est de l'ordre du politique. Pourquoi éthique? Parce que ce moment idéal que représente Shabbat, c'est un moment de relation humaine parfaitement réussi.
Et une relation humaine réussie ne peut pas avoir lieu si la personne qui veut donner ne tient pas compte de la subjectivité de son prochain et sa capacité à recevoir quelque chose qui lui est donné. Si un individu fait les deux actions Akira Anacha, il l'impose à son prochain, c'est interdit. En revanche, si l'action d'un individu est en conformité avec la capacité de son prochain à recevoir l'objet, là, chacun a considéré la subjectivité de l'autre et la relation est réussie. Et donc, c'est ainsi que cette Mishnah de Shabbat explique, selon Papa, le sens qu'on peut donner. Je vous disais qu'il faisait jaillir le sens. Je trouve que c'est un bon exemple. Le sens qu'on peut donner à l'interdit de porter Shabbat. Il y a une portée éthique. Alors, je vous rassure tout de suite, les rabbins ont interdit l'intégralité de toutes les actions par prudence. Mais le corps même de la Torah, c'est ça. C'est le fait de faire Akira Anacha. Et pour finir, il y a un enjeu politique à ça. Pourquoi ? Parce que Papa pensait que le pauvre qui se situe dans le domaine public est une symbolique de la politique. Il n'a pas de visage, on est dans Reshut Harabim, c'est-à-dire la rue, administrée par les politiques justement, et qu'il y a un propriétaire de maison, et je disais que c'était pas un riche, c'est un propriétaire de maison où chaque objet a un visage. C'est son choix, c'est sa subjectivité. Eh bien, la relation, le geste contrôlé entre le propriétaire de maison et le pauvre symbolise pour Papa une relation idéale entre un politique qui va considérer la subjectivité de chacun. Pour Papa, l'idéal politique de la Torah, c'est gérer le collectif en considérant la subjectivité de chacun. Voilà les deux niveaux d'explication de l'interdiction de porter aux yeux de Papa. Je vous rassure, quand j'avais 12 ans, les subtilités de cette explication ne m'ont pas apparu tout de suite évidentes. Mais, depuis toutes ces années, ces explications, parmi d'autres, continuent à vivre en moi. Et c'est une manière, comme une autre, selon Papa, d'affirmer, de faire vivre l'immortalité de son âme. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ce très beau limout, cette très belle étude et que ce soit effectivement pour l'élévation de son âme. J'invite à présent le grand rabbin Chaim Corsia, grand rabbin de France, à nous dire quelques mots de conclusion. Merci beaucoup, cher Jérôme. En fait, c'est une conclusion qui pourrait ne pas exister parce que, dans les faits, il y a eu beaucoup d'ouvertures et beaucoup de questions qui ont été posées. La tendresse respectueuse que nous avions et que nous avons d'une certaine manière toujours pour le professeur Rivlin s'incarne chaque fois avec des façons de le rattacher à des modèles, que ce soit des modèles bibliques, des modèles scientifiques. Mais de manière évidente, la façon que les uns et les autres ont pu avoir de le décrire montre à quel point il a ancré quelque chose de lui, de sa compréhension du monde, dans toutes celles et tous ceux qui ont croisé sa vie, et évidemment au premier chef sa famille, que je salue avec beaucoup d'affection, mais également ses élèves et tous ceux qui ont pu bénéficier de son enseignement, de ses engueulades parfois, et en tout cas de son accompagnement. Je veux juste, non pas faire je ne vais pas corriger tous les devoirs qui ont été faits par les uns les autres, mais quand même. Jérôme nous a expliqué que l'action et la pensée, c'était forcément les deux. Il fallait penser en homme d'action et agir en homme de pensée, en s'appuyant sur Naaseh Venishma. Oui et non. Naaseh Venishma, cette phrase énoncée par les Hébreux au pied du mont Sinaï, n'a pas été énoncée naturellement par les Hébreux. Ils ont dit 2 fois d'abord Naaseh, 2 fois Naaseh, on va accomplir. C'est l'action qui prime tout, 2 fois. Et 1 fois seulement, ils ont dit Naaseh Venishma. Et de manière symbolique, chaque fois qu'ils ont dit Naaseh, ils ont dit Kol Echad, une seule voix, tout ensemble, le peuple rassemblé. Alors que quand ils ont dit on va accomplir, on va faire et on va comprendre, là ils ont dit juste le peuple dit on va faire, on va comprendre. Et ce que je peux vous proposer comme interprétation, c'est au fond une façon d'illustrer ce que le professeur Rivlin a toujours fait.
Lui, ça a été un penseur. On aurait pu imaginer, après tout, avec autant de qualité, il aurait pu être patron d'entreprise. Mais il a considéré, ce que moi j'ai toujours estimé très fort, c'est qu'on peut connaître le monde entier sans bouger de chez soi par les livres, par la sagesse accumulée par les autres. En revanche, pour faire, il faut vraiment faire. Et vous ne pouvez pas faire tout seul. Donc regardez ce que disent les Hébreux dans Naaseh Venishma. Ils disent, d'une voix commune, d'une seule voix, le peuple rassemblé dit, nous allons accomplir. Pourquoi ? Parce que ce que j'accomplis, c'est formidable, mais ce que Anne ne peut pas accomplir, bah, tu pourras le faire. Et donc, si on se met tous ensemble, là, on pourra accomplir probablement les 613 commandements. On a un Cohen que j'entreaperçois, il vient de se réveiller. Voilà. Alors, le Cohen, par exemple, il a des mitzvot réservés au Cohen. Moi, j'ai pas mal de qualités, mais je ne suis pas Cohen. C'est bête, hein ? Voilà. Donc, il y a des mitzvot, des commandements accomplis par les Kohanim, d'autres par les Lévis, d'autres par les hommes, d'autres par les femmes. Si on se met tous ensemble, en accomplissant l'action, oui, permet de faire tout. En revanche, si vous voulez être seul, vous accomplissez ce que vous accomplissez, le reste, nishma, étudiez-le. La preuve, si quelqu'un a... Bon, pour les Rivlin, c'est simple, il y avait 3 garçons, c'est facile. Donc il y a forcément, normalement, en données corrigées des variations saisonnières, il y a un rachat du premier-né. Parce qu'il y a 3 garçons. Mais quelqu'un qui aurait 3 filles, Rachi par exemple. Rachi, il a eu 3 filles. Comment il fait quoi ? Rachi, le grand Rachi, il n'a pas accompli le commandement de racheter le premier-né. Ben oui, il l'a étudié. Et en l'étudiant, c'est comme s'il l'avait accompli. Et donc c'est bien Naaseh Venishma. Donc on n'est pas obligé d'opposer, mais pour agir, il faut forcément le faire avec d'autres. Pour penser, on peut penser seul, mais pas longtemps. Anne, il n'y a jamais rien à corriger dans ce que Anne propose, c'est pas compliqué, parce qu'elle a tout résumé. Tout ce que je vais vous dire, elle a résumé en une phrase qui prouve qu'elle est très forte. Anne a dit, il pense avec un autre point de vue. Mais c'est tout ce que faisait Joseph, par exemple. Jean-Pierre m'a demandé de parler de Joseph. Évidemment, je sais pourquoi. Parce que Joseph pensait avec un autre point de vue, comme le professeur Evelyne pensait toujours avec un autre point de vue que celui qui était en face. Et c'est difficile, parce que parfois, vous êtes en empathie avec quelqu'un, il y a la tentation naturelle. Regardez, quand on finit un traité du Talmud, on dit face éternelle que je ne ris pas de mes amis et que mes amis ne rient pas de moi. Bon, qui ne rit pas de moi, je peux comprendre. Mon Dieu fait qu'il ne se moque pas de moi après ce que je vais raconter comme idiotie. Mais pourquoi je demande à Dieu de m'aider à ne pas rire d'eux ? Et mon maître, le grand Machouchna, disait, parce que c'est pas ça. Quand on rit, on adhère à ce qu'ils disent, au point d'oublier de critiquer ce qui se dit. Je trouve que c'est tellement bien dit, c'est tellement beau, c'est tellement lumineux que j'oublie d'appliquer la critique au raisonnement qui m'a été proposé. Alors mon Dieu fasse que je ne ris pas, que je n'occulte pas ma capacité de critique et que eux ne rient pas de moi, qu'ils n'oublient pas de critiquer ce que je vais dire. Mais c'est vrai que penser avec un autre point de vue, c'est enrichir les points de vue. Perrine, pas compliqué, elle a parlé du combat de l'ange. Mais c'est exactement le professeur. Jacob combat l'ange, il passe le Yabok, tu l'as bien dit. Qu'est-ce qu'il est allé faire derrière le Yabok ? Il est allé chercher des rachis, Pachim Ketanim, les petites fioles. On dirait aujourd'hui les signaux faibles, les détails. Rien n'a été dit d'aussi anti-juif que c'est un détail de l'histoire. Les juifs n'ont jamais de détail de l'histoire. Parce que chaque chose, chaque détail est une vie entière. Chaque détail illustre quelque chose. Et donc Jacob est allé chercher les détails, parce que quand vous cherchez les détails, les petites choses, vous arrivez à faire de grandes choses. Et d'ailleurs, je vois Hervé Dumez au fond. Hervé sait bien qu'en sociologie, on a la théorie des fagots, on n'a pas une preuve absolue, mais on lit une dizaine d'éléments qui nous donnent des indices, et si on les met ensemble, on n'a pas une preuve, mais on a quelque chose qui ressemble à une preuve, un Canada Dry de preuves, des petites fioles de Perrine, dorénavant on les appellera comme ça.
Alors, sur la statistique, cher Dan, ça se discute plus parce que je n'étais pas vraiment d'accord, mais c'est pas grave. Parce que le professeur Rivlin avait ses capacités d'espièglerie, beaucoup de choses, mais c'était un homme de la rigueur. Et de la rigueur, en hébreu, ça s'appelle la halacha. Or, la halacha tient compte du rov, de la majorité des statistiques. Par exemple, si vous trouvez un morceau de viande dans une rue où il y a 15 boucheries cachères, col des parish, mais rouba parish. Dès que quelque chose est retiré, on présume que c'est de la majorité que c'est retiré. Et donc, on présume que ce morceau de viande est probablement cachère. Sauf s'il a un sabot fendu et une tête rose avec une queue de tire-bouchonnée, là, posez-vous des questions. Mais globalement, la statistique ou les probabilités, oui, on pourrait appeler ça l'inverse de la rigueur, mais moi je pense que c'est la rigueur, parce que la halakha est définie en fonction de la rigueur, c'est-à-dire de la règle. Et je pense qu'il faut, enfin en tout cas, il faut discuter sur cela. Quant à Jean-Pierre, j'ose pas commenter ton histoire, Jean-Pierre, pas parce que c'est compliqué, parce que parler ici du hérouve, parce que la façon de régler toutes ces histoires, c'est faire un hérouve. Et alors parler ici du hérouve, il y en a qui vont faire une crise majeure, d'autres une tétanie massive. Voilà. Ça me permet de dire que, vous voyez, il faut parfois un peu d'intelligence. Tout ça, mes amis, pour vous parler de Joseph, parce qu'effectivement, chère Anne, le professeur Rivlin avait cette capacité à parler d'un autre point de vue. Et Joseph, pour moi, c'est ça. Joseph, c'est un homme totalement juif, totalement égyptien. Totalement juif parce qu'il reste juif tout le temps, et totalement égyptien parce qu'il va être vice-roi d'Égypte. C'est quand même pas mal. Ça n'empêche pas les Égyptiens de ne pas manger à sa table. Ki toeva il mitzraim lechol imaivrim lachem. Car c'est une abomination pour les Égyptiens de manger avec un Hébreu. Mais ça n'empêche pas qu'il est vice-roi d'Égypte. Donc finalement, il est totalement égyptien. De la même façon que le professeur Rivlin était pour moi totalement juif et totalement français. Pour Joseph, en fait, tout commence par un rêve. Un rêve qui lui vaut la jalousie de ses frères. Ça lui vaut même la haine. Il est vendu, il est trahi, il est arraché à sa famille. Il connaît l'exil avant l'heure et pourtant, jamais Joseph ne s'installe dans le ressentiment. Il leur dira plus tard, quand il les retrouve, « Lo atem chez l'artem otiena » Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est l'Éternel. Ne vous inquiétez pas. Tout était prévu. Ce n'est pas votre faute. C'est comme ça. Il aurait eu pourtant toutes les raisons de considérer comme une victime, mais il a choisi un autre chemin, le chemin de la responsabilité et de l'interprétation des rêves. C'était très émouvant qu'on rappelle à quel point le professeur Jean-Pierre, tu as rappelé au tout début, non, Alain, tu as rappelé, c'est toi Alain qui a parlé du fait que ton père était un enfant caché. Et c'est vrai que j'ai toujours considéré que c'était extraordinaire cette génération qui a subi des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer aujourd'hui et qui ne nous a pas appris à nous méfier consubstantiellement de l'humanité des autres. Jamais. Et ça, c'est une victoire incroyable de cette façon d'être profondément juif, c'est-à-dire au Bacharta Bachaim, tu choisiras la vie. Il a donc choisi cette responsabilité et en fait, on comprend à travers cela ce que Joseph a fait, choisir l'interprétation des rêves. Le rêve le force en fait à comprendre le monde, les autres, sa place dans le monde et son rôle. Et c'est ce qu'a fait le professeur Rivlin, je crois, à peu près toute sa vie. Joseph n'a jamais construit contre le monde, mais il a construit dans le monde. Il n'a jamais renoncé à être juif, mais il refuse que cette identité devienne une frontière. Il parle la langue de son temps, comme le professeur a parlé toutes les langues de ces différentes époques. Et lui-même le dit, je l'avais dit lorsque nous étions à l'école des mines, il revient sur sa façon de penser, il dit « je pensais cela à un moment, mais maintenant, je pense différemment ». Et je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, de comprendre les codes de la société dans laquelle nous vivons. Et Joseph va le faire, et il va non seulement comprendre les codes, les interpréter, mais il va participer à ce gouvernement, et il va contribuer à quelque chose d'incroyable qui s'appelle le bien commun. Mais pourtant, jamais il ne cesse d'être Joseph, fils de Jacob. C'est précisément parce qu'il sait qui il est, qu'il peut aller à la rencontre des autres sans crainte de se perdre. Et si je dis qu'il n'a jamais cessé d'être Jacob, le fils de Jacob,
c'est-à-dire un Ben Israël, c'est que lorsque il retrouve ses frères et qu'il leur dit « Bon, maintenant, allez chercher papa », il envoie à Galote des chariots qui sont, ces chariots, un message subliminal pour son père. « Papa, il y a 21 ans, quel sujet étudions-nous dans le Talmud ? La Egla Arufa. » Regardez la proximité sémantique entre le mot Agala, un chariot, et Egla, la génisse. Il lui parlait de la génisse, il étudiait avec son père un sujet. Si on trouve un cadavre dans un champ et qu'on ne sait pas qui l'a tué, les notables de la ville la plus proche viendront, abattront une génisse, mettront leurs mains dans le sang de cette génisse et diront « Yadenu lo shafru et adamazé » nos mains n'ont pas versé ce sang. Sous-entendu, on est responsable. Responsable, mais pas coupable, qui était très connu à une époque. Ça veut dire quoi? Il lui dit « Papa, regarde, 1, j'ai pas oublié ce qu'on a étudié, j'ai continué à étudier. 2, ne va pas chercher qui a fait, qui m'a jeté, m'a vendu, laisse tomber. Qui sont les notables? Toi et moi. Donc les responsables, c'est toi et moi. Et donc en fait, il dit toujours, je continue à être et à penser comme un juif. Cette leçon pour moi est clairement d'une actualité saisissante. Une identité forte n'est pas une identité fermée, et je vous dis ça au moment où on parle de séparatisme, comme s'il y avait des identités qui ne pouvaient pas se conjuguer avec d'autres identités. Au contraire, une identité vivante n'est jamais figée. Et le judaïsme n'a jamais conçu cette élection comme une sorte de grand privilège. Non, non. Joseph devient pour moi le modèle d'une présence juive capable d'assumer à la fois sa différence, sa singularité, tout en contribuant à l'universel. Et c'est ce que vous avez décrit, chacun et chacune, du professeur Rivlin, assumant clairement sa singularité et en même temps œuvrant à l'universel. Et ça, on compris cela dans les Pirkei Avot, et c'est marrant parce que mon père m'a dit, et puis parle des Pirkei Avot, mon père aimait bien cela. Ok, c'est une commande. Le monde des Pirkei Avot, voilà, qui se trouve là, ce livre-là. Voilà, c'est là. Le monde repose sur 3 choses. La Torah, la Avoda et la Gmilut Chasadim. La Torah, l'étude de la Torah, le service de Dieu, et Gmilut Chasadim, la charité, mais je vais le dire avec mes mots, le service des hommes. Cette semaine, nous avons lu 2 sections de la Torah ce Shabbat. La première, c'était Chukat, la vache rousse. Nous avons donc lu Chukat. La vache rousse, c'est par nature un mystère, quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, et pourtant tous les rabbins ont discuté de ça. Mon maître avait donné une interprétation que j'aime beaucoup et qui colle parfaitement. Qu'est-ce qu'une vache rousse? Qui est différente de Zora la rousse, Zora belle et farouche. Les plus jeunes ne peuvent pas connaître. Alors, la vache rousse avait 3 qualités. C'est à peine un peu plus abscon que ce que Jean-Pierre nous a fait à 2 minutes. La vache rousse est, comme son nom indique, rousse. C'est logique. Elle est témima, parfaite, et elle n'a jamais porté le joug. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que sont ces 3 qualités? La rousseur, dans la Bible, c'est toujours la force. Je dirais même la force brute. Ésaü était roux, David était roux. La force brute. Adam, donne-moi ce roux, ce rouge. La rousseur, c'est la force, le pouvoir. La perfection, c'est la compréhension du monde. Si on comprend les choses, tout s'harmonise. Et ne pas porter le joug, c'est le symbole de la richesse. Ne travaille pas ceux qui n'ont pas besoin de travailler. Il n'y a qu'aujourd'hui où on a le problème du chômage et que c'est une punition de ne pas travailler. Mais avant, ne pas travailler, c'était ne pas avoir besoin de travailler et donc d'être riche. Donc cette vache symbolise 3 choses. Le pouvoir, le savoir et la richesse. Quel est le destin de cette vache? Pas compliqué. Elle est dans Jérusalem, elle gambade, elle est heureuse. Voilà. Elle sort de Jérusalem, on la bat, on la brûle. Bon bah, qu'est-ce qui la rend envie? Jérusalem. Qu'est-ce que Jérusalem?
Anne, prenez des notes. Non, ça va. Qu'est-ce que Jérusalem? Une triple enceinte. Il y a Jérusalem. Au centre de Jérusalem, il y a le temple. Et au centre du temple, il y a le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est pas dur, c'est la Torah. Il n'y a que ça. Le temple, c'est le service de Dieu. Et Jérusalem, c'est le service des hommes. C'est la Gmilut Chasadim. Pourquoi? Parce qu'il y avait une interdiction absolue de louer un bien immobilier à Jérusalem pour que les pèlerins ne soient pas repoussés par le prix de l'habitat, de Airbnb à côté du temple quand ils venaient en pèlerinage. Et donc pour que tout le monde puisse habiter à Jérusalem et qu'il n'y ait pas les pauvres moyens dans la première banlieue, les pauvres bien pauvres à la deuxième banlieue et à Moissy-Cramaziel, les bien pauvres, tout le monde était logé. Et la Gemara dit, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit l'omatsati makom laline. Je n'ai pas trouvé un endroit où dormir à Jérusalem. Tout le monde accueillait tout le monde. Donc regardez cette triple enceinte qui symbolise la Torah, le service de Dieu et le service des hommes. En gros, que nous dit la vache rousse? Elle nous dit, comme les maximes des pères, tu veux courir après l'argent? Vas-y. Tu veux courir après le pouvoir? Vas-y. Tu veux courir après le savoir? Vas-y. À condition que ça reste dans la triple optique de service de la Torah, service de Dieu et service des hommes. Tu veux donner, je sais pas moi, 1 million d'euros à la charité pour les bonnes œuvres? Parfait, gagne 10 millions d'euros. Voilà, c'est pas compliqué. Tu veux donner 10 millions d'euros? Ben, gagne 100 millions d'euros. C'est pas compliqué, c'est mécanique. Donc, tant que c'est là-dedans, c'est la vie, ça sort, c'est la mort. Et donc, ce que disent les maximes des pères, de mon point de vue, c'est que tout le parcours de Joseph est éclairé par ce triptyque. Il reste juif, il reste dans l'étude de la Torah. Il reste fidèle à Dieu et il fait le bien autour de lui puisqu'il s'occupe littéralement à sauver l'Égypte en mettant en place des méthodes technologiques, ce qui aurait fait plaisir au professeur Evelyne, des méthodes technologiques pour préserver le grain. On explique, le Midrash explique qu'il met de la terre, enfin bref, il fait un truc tarabiscoté, mais il protège toute la super récolte qui était avant dans les silos. Et en même temps, il va organiser le travail de la terre et il va organiser en fait l'affermage de la terre à l'Égypte. La Torah donne donc à Joseph une mémoire et une direction. Cette Torah, elle est le récit qu'il inscrit dans une histoire qui le dépasse. Le service, la avoda. Il rappelle que la réussite n'est jamais que le fruit de ses talents. Même s'il est très fortiche, qu'il arrive à interpréter les rêves, il le dit à Pharaon, c'est Dieu qui interprète les rêves. Moi, je vais te dire ce que Dieu me dit, ce que je ressens que Dieu me dit. Donc il dit, c'est formidable, mais ne me vois pas, regarde Dieu derrière moi. C'est une relation à Dieu qui appelle forcément humilité et gratitude. La charité, c'est l'aboutissement naturel de la mission, c'est sauver des vies, nourrir les affamés, préserver l'avenir du peuple égyptien. Et c'est la question qui a été posée, pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte en hébreu se dit Metzar, qui veut dire l'enfermement. Et que si on est dans la sérénité absolue, croyez-moi, on ne fait jamais rien. C'est toujours lorsqu'on est pressuré qu'on fait les choses. Quand vous avez une thèse à rédiger, j'en connais ici, même à cette table, qui ont négocié 6 années supplémentaires en devant 6 fois quasiment soutenir pour avoir le droit de poursuivre parce que vous trouvez toujours à faire. Jusqu'au jour où votre directeur de thèse vous botte les fesses et vous dit ça suffit, tu as 2 mois pour finir et point barre. Et vous le faites. Il n'y a que lorsqu'on est pressé qu'on devient soi-même. Sinon, on a tendance, là c'est pas des sciences molles, là on a tendance à s'étendre, à être tranquille, à être serein. Bon, ça se discute, mais j'ai le sentiment que l'Égypte c'est ça. Voilà pourquoi, année après année à Pessah, nous devons nous aussi sortir de notre Égypte. Parce qu'on est très fort pour se construire soi-même nos propres Égyptes. Mais les Pirkei Avot nous invitent à réfléchir, et c'est là que j'arrive à la 3e partie que tu voulais que je traite, et que je vais traiter en conclusion. Vous êtes prêts? C'est parti. À la place des rites et des mythes dans la construction d'une civilisation. C'est Durkheim. Il n'y a rien d'autre que Durkheim. Durkheim explique
une société, ce sont des rites et une tribu pour les porter, et des mythes pour donner du sens. Les rites transmettent quelque chose, les mythes donnent du sens. Et je vais vous raconter quelque chose qui m'a toujours bouleversé à titre personnel. J'étais rabbin de Reims, et on avait des fidèles formidables. Il y en avait un qui s'appelait André. Tout le monde l'appelait Dédé. Dédé. Et on avait un autre fidèle qui, tous les samedis soirs, après Shabbat, quand on faisait Havdalah, il disait « Allez Dédé », mais il le disait en arabe « Yallah Dédé ». « Allez Dédé, prends les bessamim et sans. » Mes enfants tout petits entendaient « Yallah Dédé » et ils ont longtemps pensé que c'était normal de dire Havdalah « Yallah Dédé ». Et donc, aujourd'hui encore, des fois, ils me regardent et ils disent « Yallah Dédé ». Mais ce rite qu'ils ont donc créé, habillé du sens de toujours penser à ma communauté d'origine Reims, devient pratiquement un rite constitutif de la famille. Et on construit les rites comme ça. Mais après, il faut un mythe autour du rite pour donner du sens à ce rite. Le rite, il inscrit les valeurs dans un geste, et le mythe, il les inscrit dans un récit collectif, un storytelling qui est propre à chaque société. Sans rite, une mémoire n'existe plus. Sans récit fondateur, toute société oublie pourquoi elle est là, pourquoi elle existe. Joseph, il comprend très vite cette nécessité. Et comment on le voit? Parce qu'il demande à ses frères, ne partez pas, jurez-moi maintenant, que vous ne quitterez pas l'Égypte sans mes ossements. Je veux sortir d'Égypte. Peu importe l'état dans lequel je serai, je veux sortir d'Égypte. Il veut que ces ossements soient ramenés en terre d'Israël. Ce n'est pas un testament, c'est un rite destiné, génération après génération, à maintenir vivante une espérance. Et je crois qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé ce soir, mais qui est tellement important pour moi, c'est l'espérance. Sans rite, il n'y a pas de transmission d'espérance. C'est parce qu'on a été capable de dire, pendant plus de 2000 ans, l'an prochain à Jérusalem, ce rite un peu bizarroïde à la fin du Seder de Pessah, l'an prochain à Jérusalem, en sachant que l'an prochain on serait au même endroit probablement, qu'on a pu habiller ce rêve d'une réalité un jour. C'est ce récit transmis aux générations futures pour qu'elles sachent d'où elles viennent et où elles vont. À travers tous les rites, le peuple apprend qu'il peut vivre parmi les nations sans oublier qui il est. Ce sont les rites qui nous ont permis de ne pas nous effacer, nous dissoudre dans l'exil. C'est peut-être là le secret de l'identité juive, le secret absolu de l'identité juive. Ce sont les commandements, les rites. Cette identité, elle est ni enfermement, ni dilution, elle est fidélité créatrice, parce qu'on a après réhabilité les rites, réhabillé d'autres sens certains rites. Ça repose sur une mémoire transmise effectivement par les rites, nourrie par des récits, orientés vers une responsabilité universelle. Comme Joseph, je crois que le professeur Yveline a démontré qu'on peut être absolument pleinement soi-même tout en étant en lien de fraternité avec tous les autres et donc dans un lien d'utilité avec tous les autres, c'est-à-dire dans un lien d'universalité. Voilà. Merci beaucoup à tous. J'aimerais, pour nous quitter, partager avec vous un échange qui a eu lieu dans cette salle il y a quelques jours et au détour duquel est apparue la figure de Claude Rivlin de manière assez inattendue, mais pour un enseignement qui en a bouleversé beaucoup, et notamment votre serviteur. Il y a quelques jours, on a consacré une soirée à une figure marquante, mystérieuse du judaïsme qui est notamment vécu en France un certain temps, Monsieur Chouchani, au détour d'un documentaire qui lui a été consacré de Michael Greenspan. Donc Monsieur Chouchani, c'est une figure assez mystérieuse qui a vécu en France une partie de l'après-guerre, qui a été notamment le maître d'Emmanuel Lévinas, d'Elie Wiesel et de nombreux grands maîtres plus tard du judaïsme français. Au cours de cette soirée est apparu le fait que Claude Rivlin l'a rencontré
Visiblement, il avait gagné une bourse, je crois, pour voyager en Amérique du Sud. Et il en a fait part à Emmanuel Levinas, qui lui a dit, écoute, si tu vas en Uruguay, si tu passes par Montevideo, va voir Monsieur Chouchani, il est dans tel Beth Midrash. Et donc, Claude Rivlin, effectivement, passe par Montevideo et se rend dans le Beth Midrash que lui avait indiqué Emmanuel Levinas et voit Monsieur Chouchani, effectivement, en train de donner un cours. Il l'attend. Ensuite, il échange avec lui, il se présente. Et au cours de cet échange, Claude Rivlin rapporte qu'il est bouleversé par l'échange, les mots que lui tient M. Chouchani. Si bien qu'au bout d'un moment, il lui en fait part. Il lui dit, mais écoutez, il se passe quelque chose ici d'incroyable qui m'arrive rarement, c'est que les mots que vous employez, ce que vous me dites, me touche profondément, me bouleverse profondément. Et M. Chouchani le regarde et lui dit, mais c'est normal, je suis un grand rave, je suis un grand maître. Et donc, c'est intéressant parce que tout le monde, cette fois-ci, Claude Rivlin dans la position de l'élève et non plus du maître. Et donc, Claude Rivlin interroge et lui dit, mais qu'est-ce que c'est un grand maître? Qu'est-ce que c'est un grand rave? Il lui dit, un grand rave, c'est quelqu'un qui est capable de te parler la langue que ta neshama, que ton âme a entendue au Har Sinaï au moment du don de la Torah. De te donner la version de la Torah que ton âme a entendue au Har Sinaï. Voilà, c'est un très bel enseignement qui à la fois nous rappelle à quel point un maître, c'est quelqu'un qui est capable de connaître son élève, de pénétrer dans les profondeurs de son intériorité pour l'influencer. Voilà, je laisse chacun le soin d'interpréter à sa hauteur personnelle ce que peut être le sens de cette confidence de M. Chouchani. Je vous remercie à tous infiniment. Merci encore à la famille de Claude Rivlin. Merci à Madame Rivlin, à Alain, Jean-Pierre, Daniel. Merci également aux intervenants qui nous ont accompagnés ce soir pour ces échanges de très grande qualité. Le grand rabbin Chaim Korsia, Anne Lauvergeon, Perrine Simon-Naoun, Dan Arbib. Merci à tous. Vous avez un buffet qui vous attend à la fin de la salle, également des livres qui ont été publiés par l'École des Mines en hommage à Claude Rivlin. Merci à tous, bonne soirée.